Homme politique russe. Vladimir Poutine est au centre du pouvoir depuis les années 90, intégré dans les KGB à la suite de ses études de droit au début des années 80. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, sa ville de naissance. Il est propulsé dans le monde politique à la chute du mur de Berlin et lors de la dislocation de l'URSS. Vladimir Poutine est véritablement le symbole de la Russie moderne. Malgré un début de carrière complexe, il arrive à imposer son pouvoir. Il participe activement à réformer la Russie, notamment sur les plans social, politique et économique, ce qui permet au pays de retrouver sa place sur l'échiquier géopolitique mondial. Né à Leningrad, encore marqué par les 872 jours des sièges de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Vladimir est un garçon hargneux et combatif à l'école. Son meilleur ami se souvient qu'il pouvait se battre avec n'importe qui, car il n'avait pas peur. Néanmoins, dans une ville envahie par les gangs des rues, un jeune garçon mince, mais bagarreur, avait besoin d'un avantage. Et à l'âge de 12 ans, il a commencé à pratiquer les sambo, un art martial russe, puis le judo. Il était déterminé et discipliné. Et à 18 ans, il était ceinture noire de judo et avait obtenu la 3e place dans la compétition nationale junior. Bien sûr, cela fait partie de son personnage de macho soigneusement élaboré, mais cela a également confirmé sa conviction précoce que dans un monde dangereux, il faut être confiant, mais aussi réaliser que, selon ses propres mots, lorsqu'un combat est inévitable, il faut frapper en premier et frapper si fort que l'adversaire ne se relèvera pas. Élevé à la mode rouge, Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 au cœur de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Fils d'un ancien soldat de l'armée rouge et ouvrier, il grandit dans les quotidiens de tous les autres Russes, pas particulièrement intellectuel. Il est poussé à développer ses compétences sportives. Il fait tout un tas de sports, tennis, judo, ski ou encore de l'équitation. Cet aspect est fortement mis en avant par la propagande d'État russe, un homme fort, viril et sportif. Un autre aspect de sa vie est enjolivé, la vie de son grand-père, Spiridon Poutine, soldat pendant la Première Guerre mondiale sur le front Est. Il s'est battu contre les Autrichiens. Vladimir Poutine s'est exprimé plusieurs fois sur les faits marquants de la vie de son grand-père. Enjolivé ou non, sa vie est utilisée pour représenter le courage, la compassion ou encore la force du peuple russe. Il avait remarqué qu'un soldat ennemi les visait. De la tranchée opposée a tiré en premier. Le grand-père de Poutine a entendu les gémissements du soldat autrichien blessé. Au lieu de les tuer, il a rampé jusqu'à lui. Il a bandé son bras et s'est couru. L'Autrichien l'embrassa, embrassant sa main en signe de gratitude. Son grand-père aurait été, selon un biographe de Vladimir Poutine, le cuisinier des Romanov, de Lénine, puis de Staline. Cette information est tirée de l'œuvre de Simon Sebag, Monteflore. Romanov, librairie générale française. L'un des cuisiniers chargés de préparer les repas de Raspoutine durant la Grande Guerre était chef au luxueux hôtel Astoria de Petrograd. Il passerait au service de Lénine et Staline après la Révolution. Son nom, Spiridon Poutine, le grand-père du président
Vladimir Poutine. Cette histoire vraie ou fausse, difficile de faire la part des choses dans un pays qui ne s'est jamais initié à la liberté de la presse ou même à la libre expression, est en tout cas révélatrice du besoin de se rattacher à des éléments forts de l'histoire russe. Demandé d'emploi au KGB, 1968. Dans l'ensemble, les gens évitent de se rendre au quartier général de la police politique du KGB à Leningrad. Tant de personnes étaient passées par ces cellules d'interrogatoire pour rejoindre les camps du travail, du goulag. À l'époque de Staline, que la plaisanterie amère voulait que les Bolcheviks, la grande maison, soient les plus hauts bâtiments de Leningrad, car on pouvait voir la Sibérie depuis son sous-sol. Néanmoins, à l'âge de 16 ans, Poutine est entré dans la réception au tapis rouge et a demandé à l'officier, plutôt perplexe, derrière le bureau, comment il pouvait s'inscrire. On lui a répondu qu'il devait avoir effectué son service militaire et obtenu un diplôme, et il l'a même demandé quel diplôme était le meilleur. On lui répond que c'est les droits. Et à partir de ce moment-là, Poutine est déterminé à obtenir un diplôme de droit, après quoi il est dûment recruté. Pour Poutine, l'homme de la rue, les KGB étaient les plus grands gangs de la ville, offrant sécurité et avancement même à quelqu'un qui n'avait pas les liens avec les partis. Mais il représentait également une chance de faire bouger les choses. Comme il a dit lui-même à propos des films d'espionnage qu'il regardait lorsqu'il était adolescent, un seul espion pouvait décider du sort des milliers de personnes. Malgré tous ses espoirs, la carrière de Poutine au KGB n'a jamais vraiment décollé. Il était un travailleur solide, mais pas un pilote de haut vol. Néanmoins, il s'applique à apprendre l'allemand, ce qui lui vaut d'être nommé au bureau des liaisons de KGB à Dresde en 1985. Il s'installe dans une ville d'expatriés et confortable, mais en novembre 1989, le régime allemand commence à s'effondrer à une vitesse choquante. Le 5 décembre, une foule encercle les bâtiments du KGB de Dresde. Poutine appelle désespérément la garnison de l'armée rouge la plus proche pour demander une protection. Et ils répondent impuissants. Nous ne pouvons rien faire sans ordre de Moscou, et Moscou est silencieux. Poutine a appris à craindre l'effondrement soudain du pouvoir central et a décidé de ne jamais répéter ce qu'il considérait comme l'erreur du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, à savoir ne pas réagir avec rapidité et détermination face à l'opposition. C'est l'un des aspects les plus connus de la vie privée de Vladimir Poutine. L'actuel chef du Kremlin a rencontré en 1982 Lyudmila Alexandrovna, une hôtesse de l'air, alors qu'il était lui-même officier du KGB, les services secrets russes. Ils se sont mariés l'année suivante, en 1983. De cette union sont nées 2 filles, Maria, née en 1985, et Ekaterina, née à Dresde, en Allemagne en 1986. Mais Vladimir Poutine n'est quasiment jamais apparu publiquement auprès d'elle et a toujours souhaité préserver la vie privée de ses filles, qu'il a fait grandir loin des objectifs des photographes. D'ailleurs, ni Maria, ni Ekaterina ne portent son nom de famille. Aujourd'hui, la première fille, Maria, serait titulaire d'un doctorat en médecine et chercheuse en endocrinologie. Rappelle La Voix du Nord. Elle serait mariée à Jorit
Fassen, un homme d'affaires néerlandais, ancien membre du géant des énergies fossiles, Gazprom. Il aurait au moins un enfant ensemble, que Vladimir Poutine a évoqué dans un entretien accord en 2018 au réalisateur américain Oliver Stone. On ne sait cependant pas s'il s'agit là d'un seul petit enfant du chef d'État. Quant à Ekaterina, elle dirige aujourd'hui un programme d'investissement basé à l'Université de Moscou, comme l'explique Paris Match. Elle aurait également été l'épouse du milliardaire Kirill Shamalov, fils du patron de la banque russe Rossiya. Maria comme Ekaterina ont rarement été évoquées par leur père. Mais en août 2020, alors que la crise du Covid-19 faisait rage et que la Russie mettait au point un vaccin contre le virus, Vladimir Poutine avait déclaré que sa fille faisait partie des premiers cobayes du vaccin. Elle a participé à l'expérience, avait indiqué le chef d'État, précisant qu'elle avait eu un peu de température et c'est tout. Vladimir Poutine et sa première épouse ont annoncé leur divorce en juin 2013 lors d'une interview accordée à la chaîne de la télévision russe, contrôlée par l'État. Ça a été une décision commune. Notre union est terminée. On peut dire qu'il s'agit d'un divorce civilisé, avait alors expliqué son ex-femme. Poutine, en 1992, quittera plus tard le KGB de l'implosion de l'Union soviétique, mais obtiendra rapidement un poste de fixateur pour les nouveaux maires réformistes de ce qui est maintenant Saint-Pétersbourg. L'économie est en chute libre et Poutine est chargé de gérer un accord pour tenter d'aider les habitants de la ville à s'en sortir, en échangeant pour 100 millions de dollars, 88 millions de livres, des pétroles et des métals contre de la nourriture. En pratique, personne n'a vu de nourriture, mais selon une enquête rapidement supprimée, Poutine, ses amis et les gangsters de la ville ont empoché l'argent. Dans les folles années 90, Poutine a rapidement appris que l'influence politique était une marchandise monnayable et que les gangsters pouvaient faire des alliés utiles. Lorsque tous ceux qui l'entourent profitent de leur position, pourquoi ne les ferait-il pas? Lorsque Poutine est devenu président de la Russie en 2001, il espérait pouvoir établir une relation positive avec l'Occident. À ses propres conditions, y compris une sphère d'influence à travers l'ancienne Union soviétique. Il a rapidement été déçu, puis en colère, estimant que l'Occident tentait activement d'isoler et de rabaisser la Russie. Lorsque le président géorgien Mikhail a engagé son pays à rejoindre l'OTAN, Poutine a vu rouge et une tentative géorgienne de reprendre le contrôle de la région séparatiste d'Ossétie du Sud, soutenue par la Russie, est devenu un prétexte pour une opération punitive. En 5 jours, les forces russes ont anéanti l'armée géorgienne et imposé une paix humiliante à Saakachvili. L'Occident est scandalisé, mais en l'espace d'un an, le président américain Barack Obama propose de rétablir les relations avec la Russie et Moscou se voit même attribuer les droits d'accueillir la Coupe du Monde de football de 2018. Pour Poutine, il est clair que la force fait les droits et qu'un Occident faible et inconstant va souffler. Mais finalement, reculer face à une volonté déterminée. Un réformateur en puissance.
Vladimir Poutine n'est pas l'homme politique le plus apprécié en Occident. Malgré tout, il a grandement participé au développement de la Russie, succédant à Boris Eltsine, qui lui offre la présidence russe. Il s'engage à dynamiser l'économie, notamment en réduisant la TVA, en harmonisant les impôts ou encore en accordant plus de libertés aux entreprises. Les évolutions s'illustrent aussi sur le plan social, avec une amélioration du système des retraites, une augmentation du niveau de vie grâce au système de santé, d'éducation ou encore du système des logements. Cette stratégie permet à Poutine d'être très apprécié par la population russe. Ainsi, selon les données du gouvernement, les revenus réels des particuliers a augmenté à plus de 58,5% entre 1999 et 2002. Et de plus de 13,5% en 2004. Durant la crise économique de 2008, la Russie semble, dans un premier temps, soutenir assez correctement son économie pour ne pas s'effondrer, malgré un vrai flux des capitaux d'au moins 191 milliards entre 2008 et 2009. Cependant, en 2010, la situation s'aggrave et des milliers de personnes manifestent à travers les pays pour se plaindre de la hausse des prix. Son approche politique limite grandement la participation des citoyens de la Fédération des Russies. La population perd la main sur les décisions, les élections et les choix politiques du pays. Le Kremlin reprend sa place, la Russie se contracte sur Moscou. Une politique extérieure en double face. À la chute de l'URSS en 1991, la Fédération des Russies s'effondre sur elle-même. Les PNB chutent de plus de 40% et des groupes d'influence s'accaparent des pans entiers de l'économie russe. Vladimir Poutine prend le pouvoir à la suite de Boris Eltsine pendant la guerre fratricide contre la Tchétchénie. C'est donc une situation complexe pour le pouvoir russe. Les Russes, un besoin se fait donc ressentir d'avoir des alliés. Ainsi, de nombreuses propositions sont faites, notamment l'intégration dans l'OTAN ou la création d'un marché économique unique sur l'Union européenne. Néanmoins, les États-Unis, puissants voisins outre-Atlantique, refusent les deux propositions. La première fracture entre les deux anciens rivaux intervient lors de l'opération Allied Intervention en 1999 sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Cette intervention de l'OTAN dans un pays considéré comme dans la zone d'influence de la Russie est assimilée comme une agression. Il y a un changement total des doctrines militaires en Russie pour pouvoir répondre aux futures et potentielles agressions de l'OTAN contre son territoire. Ce n'est que lors de l'attentat du 11 septembre 2001 que les deux puissants rallient ouvertement, durablement les dialogues. Vladimir Poutine se place comme un allié contre le terrorisme et devient également un intermédiaire privilégié pour jouer les rôles de médiateur, notamment dans les dossiers avec l'Iran, les conflits israélo-palestiniens ou bien la Corée du Nord. Cependant, les choix des États-Unis de placer un système d'armes balistiques en Pologne pour lutter potentiellement contre une agression iranienne fait déraper les relations. La Russie considère ces choix comme une énième agression. En 2007, Poutine réalise un discours à Munich durant une conférence sur la sécurité. Il affirme que les rapprochements de l'OTAN vers les frontières de la Russie est une agression et surtout une violation des promesses faites à Gorbatchev en 1990. Il y a 5 ans, le monde était divisé sur les plans économiques et idéologiques et sa sécurité était assurée par les potentiels stratégiques immenses des deux superpuissances. La confrontation globale reléguait les problèmes économiques et sociaux urgents à la périphérie des relations internationales et de l'agenda mondial. De même que n'importe quelle guerre,
La guerre froide nous a laissé, pour ainsi dire, des abus non explosés. Je pense aux stéréotypes idéologiques, aux doubles standards et aux clichés hérités de la mentalité des blocs.